de montagne, si je me sortais de devant, situé au nord de l'Espagne et qui court de part et d'autre du 43e degré de latitude nord. Alors, faut pas que je touche, hein. Donc je fais vraiment très gaffe. Voilà. Donc vous voyez les monts Cantabriques par rapport à l'Espagne, par rapport au reste des Pyrénées et par rapport à Tarbes qui est par ici. Voilà, et Lourdes ici. Et puis là vous avez Gazost, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ils sont en train de terminer le tramway, mais ligne B quand même, hein. Donc on ne se plaint pas. Bien. Le point culminant de cette montagne, c'est la Torre de Cerrado, 2648 mètres, dans les Picos de Europa, les fameux pics d'Europe. 2648 mètres, on va se dire, nous, les centraux pyrénéens, bof, c'est rien, et oh, même pas 3000. Ouais, sauf que c'est juste au-dessus de l'océan Atlantique, dont le dénivelé est extraordinaire, et on va le voir. Cette chaîne se situe entre le Pays Basque, l'Euskadi, et plus précisément le Guipúzcoa et la Galice, Galicia aussi bien en galicien qu'en espagnol. La chaîne mesure 480 km, c'est pas rien, mais la partie la plus élevée, quand les altitudes sont supérieures à 2000 mètres, ne mesure que 120 km. Donc c'est une chaîne très allongée, mais avec beaucoup de moyennes et de basses montagnes, et elle n'est pas comme nos Pyrénées, très très élevée dans sa partie centrale. On appelle cette chaîne les monts Cantabriques, c'est le mot que j'utiliserai. On l'appelle aussi la cordillère cantabrique, traduction directe de la terminologie espagnole qui parle de cordillère pour désigner les chaînes de montagnes allongées. On a tous en tête Cordillère des Andes, sur laquelle nous avons déjà bossé dans un cours voici quelques années. Administrativement, les monts Cantabriques sont complètement en Espagne, mais à cheval sur plusieurs régions. Les régions en Espagne ont beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance que les régions en France. Les régions en Espagne, c'est pas un régime fédéral comme l'Allemagne, mais presque. On les appelle autonomías. Et cela donne à la parole espagnole souvent moins de force qu'à la parole politique française centralisée. Quand le président parle, tout le monde l'écoute, sauf les Français. Voilà. Donc, ces régions espagnoles sont les suivantes. D'abord, les Asturies, Asturias, capitale Oviedo. Vous avez vu, j'ai pas dit chef-lieu, hein. La Cantabrie, capitale Santander. Castilla y León, capitale Valladolid, et un peu du Pays Basque, de l'Euskadi, du País Vasco, et la capitale a été mise complètement décentrée au Pays Basque parce que la Biscaye et le Guipúzcoa se tiraient des bourgs, alors on l'a mis dans l'Álava où on ne parle presque pas basque, à Vitoria, quand on était enfant, vous vous souvenez, et que maintenant il faut appeler Gasteiz. Voilà la situation de notre montagne. Alors, l'appellation actuelle de Mont Cantabrique fait quelque peu oublier que jusqu'au milieu du siècle dernier, jusqu'à l'entre-deux-guerres, ça a été longtemps appelé Pyrénées. Pyrénées dans une logique explicative globale. On disait qu'il s'agissait des Pyrénées occidentales. Donc, Pyrénées occidentales à partir de la Soule, à partir de Moléon, à partir de la Navarre, à partir de Pamplona. Donc là, c'était les Pyrénées occidentales. Après, il y a toujours le seuil basque, c'est-à-dire une espèce d'enseignement, dont nos Pyrénées à nous, vers l'est, le seuil basque qui est quand même un enseignement, et puis ces Pyrénées-là vers l'ouest.
Voilà. Donc, ça explique d'abord le titre de la leçon que je vous ai indiqué, Pyrénées de l'Ouest, et ça explique aussi le document numéro 1 que j'ai mis dans le dossier pédagogique. C'est une thèse de Théodore Lefebvre, complètement oubliée, qui en reste un exemplaire venu droit de la bibliothèque de l'école normale des Hautes-Pyrénées, qui a atterri à la bibliothèque de l'IUFM, et j'en ai fait une photocopie, et vous voyez avec le nombre d'inscriptions de conservateurs qu'il y a, que c'est un volume qui a voyagé. J'en ai fait la couverture, une photo de la couverture, de la une de couverture, pour vous montrer que c'est un exemplaire qui a de la valeur. Il n'a qu'un seul utilisateur depuis une trentaine d'années, c'est moi-même. Mais enfin, j'aime beaucoup. Voilà, donc, il avait écrit « Les modes de vie dans les Pyrénées atlantiques orientales », c'est-à-dire cela. Et c'est complètement brouillé actuellement, puisque les gens du 64, qui ne supportaient pas qu'on les appelle ceux des Basses-Pyrénées, parce qu'ici il y avait les Hautes, se sont rebaptisés dans les années 60 en Pyrénées-Atlantiques, alias PA, alias 64, collés sur les voitures pour les fêtes de Bayonne, ça évite d'avoir les noms endommagés. Et alors depuis, on ne sait plus très bien. Tout cela pour dire que la nomenclature géographique est une espèce d'activité complètement changeante. Alors on l'avait déjà souligné, vous vous en souvenez, pour l'Europe centrale, quand on avait fait les Carpates. L'ai-je souligné quand j'ai fait des cours sur l'Afrique? Je ne me souviens pas. Mais chez nous aussi, ça change, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on répète ce que disent les médias et les paroles officielles. Donc nous répétons Pyrénées-Atlantiques. Souvenez-vous, l'usine AZF s'est appelée AZF le jour où elle a explosé. Avant, et pour tout le monde, c'était l'ONIA. Bon. Ça va, j'ai réglé ce petit compte d'épistémologie et de la géographie, mais c'est important. Parce que faire de la géographie, c'est aussi savoir comment on dit la Terre, comment on dit la planète. Et de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez un nouveau président dont je ne me souviens pas du nom, qui a voulu transformer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Voilà, bon, je ne sais pas si ça va marcher, peut-être que ça marchera. On rigolera bien, enfin non, on ne rigolera pas, on ricanera. Voilà. Je dirais que ce massif montagneux, mais je l'ai déjà dit, mais je répète, mais tous les enseignants de l'amphi savent que l'enseignement c'est de la répétition, sinon du rabâchage. Ce dispositif montagneux ne peut se comprendre que par rapport à la mer, par rapport à l'océan. Et nous allons avoir la montagne et la marina. Voilà, ça sera la grande opposition avec l'ouverture sur le golfe de Gascogne. Le fil rouge de la leçon, autrement dit la problématique, pour faire universitaire 100%, je vous le donne avec le plan. Alors un plan en 3 parties, comme d'hab, et le fil rouge va consister à présenter comment les sociétés de la Cordillère Cantabrique et celles des contrebas, car nous verrons très bien que cette montagne ne fonctionne qu'avec les contrebas à tous les points de vue et depuis toujours, ont exploité et mis en valeur les ressources de la montagne, autrefois comme de nos jours. 3 parties, de hautes montagnes proches du rivage, deuxièmement, des activités variées dans un espace peu peuplé. Je crois que dans l'autre plan, je mettrai des activités recomposées. J'ai changé tout à l'heure, j'ai oublié de corriger cette diapo. Et puis une gestion très espagnole des réserves naturelles, des espaces naturels, et ici nous avons des réserves d'espace. Et dans le monde encombré dans lequel nous vivons, la réserve d'espace, d'eau, d'air pur, tout bêtement, hein, c'est une richesse à nul autre pareil. Donc, de très hautes montagnes proches du rivage.
Vous avez noté le fond d'écran quand même du PowerPoint, et avec le bleu de l'océan, le marron de la montagne, et puis le blanchâtre des plaines de Castille. Il y a une grosse symbolique. Bon, je le souligne parce que c'est pas moi qui l'ai fait. J'avais une assistante très dévouée, etc., etc. Bien. De hautes montagnes proches du rivage, les massifs montagneux, pour commencer. C'est pour ça qu'on est là. Alors, ces massifs montagneux, qui s'étendent sur 400 km, ils sont vachement différenciés. Énormément différents. À l'ouest, on va avoir dans le prolongement de la Galice des terrains anciens soulevés. Alors, mais alors que les roches cristallines dominent en Galice, ici, il n'y a pratiquement plus aucun cristallin. Par contre, on va avoir des schistes et des quartzites dans la partie ouest, et puis toute une série de calcaires extraordinaires. Et si on devait retenir quelque chose, c'est que les monts Cantabriques sont des montagnes calcaires. Mais contrairement aux montagnes calcaires que nous avons au-dessus de Lourdes et qui sont datées du secondaire, là, il s'agit de vieux calcaires venus des tréfonds des massifs anciens, comme ceux de Gavarnie. Et ça, je vais y revenir. Donc, nous avons là un géosystème, et je vais écrire le mot géosystème au tableau pour être pédago jusqu'au bout. Nous avons là un géosystème, et le mot n'est pas de moi, il est de Georges Bertrand, un géosystème singulier. Géosystème. J'ai cité Georges Bertrand en bibliographie quand il parle des monts Cantabriques, et je salue sa mémoire parce que c'est un des professeurs qui m'a permis de réussir mes concours, vous savez, de fin d'année. Il était venu à Bordeaux de Toulouse, dans un étranger qui venait, et il nous avait donné plein de tuyaux pour faire une copie d'agrégation convenable. Et en particulier l'art du petit dessin, vous savez, dans la marge, qui repose l'œil du correcteur, qui doit se taper 16 pages de lecture, vous voyez, parfois mal écrite. Alors, vous faites le petit crowbar avec l'échelle, le titre, l'orientation, et même si vous parlez de la culture des petits pois en Patagonie, vous prenez le quart de point supplémentaire qui vous fera passer la barre. Merci Bertrand. Voilà. Donc, à l'ouest, je vous l'ai dit, des schistes et des quartzites qui viennent du Cambrien et du Silurien. Le Cambrien et le Silurien, si vous allez au document numéro 4 du dossier pédagogique, vous le saurez. Mais ceux qui me pratiquent depuis longtemps ou qui font les parcours découvertes le savent par cœur, puisque je leur ai fait la recommandation d'apprendre l'échelle stratigraphique par cœur, par exemple en faisant la vaisselle. Voilà. Donc là, nous allons avoir des formes lourdes de Sierra, regardez. Là, c'est la vue depuis Haut-Sévrin-Hérault. Et là, le chemin de Saint-Jacques croise une partie des monts Cantabriques. Donc, vous voyez, c'est pas de la montagne extraordinaire. Là, vous reconnaissez les monts des Ancares. Pareil, il s'agit de modeler en creux. Nous avons déjà parlé de modeler en creux, sinon cette année, du moins dans les années précédentes, mais oui, je vous ai déjà fait le coup du modeler en creux. Sur un vieux massif que je ne vais pas représenter avec des croix, puisque ce n'est pas cristallin, sur un vieux massif que je représente comme ça, l'orogénie a provoqué des faillages. Et ces faillages ont provoqué l'effondrement. Alors, pour montrer que c'est des grès, on va faire comme ça, hein. Voilà. Et l'effondrement des parties centrales, des parties entre les failles, qui vont se retrouver très en contrepas, ce qui fait des vallées, on les voit bien là, hein,
fort encaissés, mais par rapport à des sommets qui finalement ne sont pas extraordinaires. Ça rend les communications extraordinairement difficiles. Je vous avais fait ce croquis, ce modèle, quand on avait fait le chemin de Saint-Jacques, pour vous expliquer que c'était à la fin du pèlerinage, à la fin du trajet, ce que les pèlerins appellent quebranta piernas, les casse-jambes. Voilà, donc des formes lourdes, des difficultés de circulation. C'est donc une région très isolée, au relief rude, au relief confus, avec des modelés en creux. Alors au centre, le relief va se répartir, et je vais changer de diapo, en faisant attention. Là, je fais gaffe, je suis dans un magasin de porcelaine. Nous avons un relief qui est beaucoup plus vigoureux, et là on est en plein dans le calcaire. Et ce qu'il y a de bien avec les montagnes calcaires, c'est que ce sont de belles montagnes. Voilà, on sait où on est, on sait où on va. Il n'y a pas d'éboulis, il n'y a pas d'éboulis de versant, il n'y a pas cette couleur noirâtre. C'est beau, c'est joli, ça ressort. Et puis, on peut même avoir des formes très très découpées, accentuées par les glaciations, comme nous le verrons, qui peuvent s'accentuer plus encore lorsqu'il s'agit de calcaire de type dolomitique. Je ne dis pas que ça ressemble aux dolomites, mais je dis qu'il y a des calcaires de type dolomitique qui nous expliquent ces montagnes un petit peu crénelées que nous voyons au-dessus du monastère de Santo Toribio del Liebana. C'est une dépression dont je vais vous reparler, pardon. Alors, ce centre, c'est le cœur de la cordillère cantabrique. Ce sont d'abord, et si vous portez dans le dossier au doc numéro 2, et vous pouvez suivre avec moi sur la carte, ce sont d'abord des chaînes en bande longitudinale qui bloquent, qui longent le littoral et qui le dominent de façon spectaculaire. Vous voyez le nom de ces chaînes, c'est la chaîne de Cuera par exemple, c'est la chaîne de Suebe au-dessus de Llanes. Donc, il s'agit d'anticlinaux faillés et relevés. Je vous fais un modèle d'anticlinal. Je vous fais un modèle d'anticlinal faillé, un modèle d'anticlinal relevé. Allez, on y va. C'est très joli, vous allez voir. Alors, relief plissé. On est dans le calcaire. Alors, le modèle, ça c'est le grès. Si c'était du granit, je ferais comme ça. Et là, comme c'est du calcaire, je fais des modèles, je fais comme ça. Alors, bien sûr, quand on fait les modèles à mesure au tableau, c'est jamais parfait. Les parties structuralement les plus élevées, c'est les anticlinaux. Les parties structuralement les plus basses, ce sont les synclinaux. Syn, pas S-N, ni S-E-N, non, c'est. Et là, c'est anti. Clinal, au pluriel, clino, journal, journaux, portemental, portementaux. Non, mais voilà, alors, voilà. Un modèle de relief, là je vais le faire conforme, c'est-à-dire que la structure va correspondre à la topographie. C'est pour pas trop compliqué, mais je pourrais faire d'autres types, enfin je vais vous le faire tout de suite. Voilà, donc nous avons là des faillages qui vont porter en hauteur les parties qui sont structurellement les plus basses. Et là, nous avons un synclinal, vous le voyez, et puis là, ça a été évidé, et on va parler de synclinal perché. Et c'est ce que nous avons dans cette cordillère, dans sa partie centrale. Synclinal perché, comme le corbeau, vous savez, de la fable de La Fontaine. Donc, il y a de la neige encore, mais il y en a eu beaucoup plus. Comme il y a eu des glaciers, et en bibliographie, je parle des glaciations qui n'existent plus,
mais qu'on a vu dans les monts Cantabriques. La neige en tombant, vous savez, c'est des flocons étoilés. Vous vous souvenez, quand on était petit, on dessinait ça, hein, et puis après on le mettait sur les carreaux à l'école. Ça prend le gaz carbonique qui est contenu dans l'air. Quand ça arrive au contact du calcaire, le gaz carbonique agit sur le calcaire et fait des trous. C'est ce qu'on appelle le karst. Le karst, c'est un mot yougoslave. Depuis quelques années, nous savons que c'est un mot slovène. C'est une région qui s'appelle le karst, avec des trous qu'on appelle des dolines, des fois des trous qui sont marqués par des failles, et je vais refaire un modèle au tableau, parce que je ne peux pas résister au plaisir. Alors pardon, je me suis trompé. D'abord, je fais... Et ensuite, je fais le trou, accentué par les failles, et ça fait des plaines plates qu'on appelle des poliers. Ça s'écrit comme ça ne se prononce pas, des poliers. Et au fond, c'est tapissé d'argile rouge qui résulte de la décomposition du calcaire. Donc dans ce pays de rochers, de montagnes, de pitons, de trous, de déchiquetés, nous avons des trucs plats, avec une bonne argile au fond, et agriculture prospère, du moins quand il reste des paysans pour cultiver la terre. Voilà. Bien. Les glaciers, au début du Quaternaire, sont descendus sur les monts Cantabriques jusqu'à 800 mètres d'altitude. Ce qui fait que nous allons avoir des reliefs glaciaires avec toute la kyrielle des reliefs glaciaires que nous connaissons, des moraines. Je constate que ce bureau n'est pas droit. Expérience. Voilà. Bien. Alors, les Picos de Europa dans cet ensemble dominent l'ensemble au-dessus d'un système de bassins d'effondrement avec en particulier, et vous le trouverez sur la carte, la plaine de la Liébana. Et comme on part du niveau de la mer et comme on part de pas très haut, ces reliefs sont absolument spectaculaires. Et les gens ne disent plus les monts Cantabriques maintenant. Ils disent « Oh, c'est les Picos ». Où t'es allé cet été? Ah ben j'ai fait les Picos. Voilà. Donc c'est vraiment vraiment dans l'air du temps de nos voyages. Et pour une fois, on peut y aller en train ou en bus sans avoir besoin de prendre un avion qui va nous détruire, bien sûr, l'atmosphère et la couche d'ozone. Comme ça, on peut faire du tourisme avec bonne conscience, ce qui devient de plus en plus rare. Voilà. Vers le sud, encore, on a une juxtaposition, donc vers la Castille, vers le Léon. On a une juxtaposition de hautes montagnes et de dépressions qui vont en s'abaissant, avec des montagnes qui sont armées avec des barres de calcaire, des barres de quartzite, des grès, et il s'agit toujours de matériaux du primaire. Revenez à votre échelle stratigraphique de matériaux du Permien. Et alors, comme ça descend, puis-je effacer une partie de ces merveilleux dessins? Je vais vous montrer ce qui se passe, et comme ça je vais vous expliquer les éléments de la guerre civile espagnole qui se dessinent. On est au nord, on va vers le sud, on a les blocs faillés avec des dépressions comme la Liébana, d'autres blocs, et tout doucement, là on est au Permien, on va partir vers les plaines de Castille, qui sont sur du massif ancien, mais avec de la sédimentation. Je ne vais pas vous faire un cours sur les plaines de Castille, ça nous amènerait trop loin. Mais ici, c'est le secondaire, ici, c'est le primaire, et à la jonction du secondaire et du primaire, nous avons le Permien,
Et puis, tout à fait au début du secondaire, nous avons le Carbonifère. Donc nous avons le schéma de tout contact entre un massif ancien et puis un bassin sédimentaire. Vous vous en souvenez du cours sur les Appalaches? Pareil. Donc nous allons avoir des mines de charbon. Comme il y a eu des mines de charbon, ah ben non, je vais faire la fin de mon cours là, mais enfin je vous le dis, il y a eu des mineurs. Comme il y a eu des mineurs, il y a eu des tensions sociales, parce qu'ils sont dans la mine, et les patrons, ils sont dans les bureaux, et la plus-value, je ne vous refais pas le tome 8 de Marx sur la plus-value, mais enfin, bref. Voilà, ça a créé de grosses tensions. Je vais vous en reparler tout à l'heure, si toutefois j'ai le temps. Oui, j'ai le temps. Je suis bon. Voilà. Et le tout se termine brutalement sur la Meseta. Le tout se termine brutalement sur la Castille et sur le Léon, avec une sédimentation du secondaire, mais surtout du tertiaire. On est dans le bassin du Douro, que les Espagnols appellent le Duero. Voilà. Donc c'est mon Cantabrique, que ça soit en venant de la mer ou que ça soit en venant de Castille, on ne peut pas les rater. Ils sont là, dans le paysage formidable. On va voir qu'il pleut beaucoup, qu'il y a des rios qui descendent. Donc c'est le paradis des randonneurs, des bovins, mais aussi des kayakistes. Et il y a des parcours de kayak absolument extraordinaires pour ceux qui pratiquent, qui ont pratiqué, parce que il faut être jeune pour faire ça. On peut le faire à nos âges, mais bon, il y a un bon système d'hôpital en Espagne. Ils ont des hélicoptères et tout maintenant, c'est super. Voilà. Je vous ai fait l'ouest. On vient de voir la partie centrale. J'ai fait beaucoup de modèles, beaucoup de crowbars. C'est le principal de la chaîne cantabrique. C'est les picos, comme on dit. Et puis maintenant, vers l'est, vers la partie orientale, on a toujours des calcaires du secondaire, mais aussi des calcaires du secondaire du Crétacé, avec des barres très dures de faciès, comme ceux que nous avons au-dessus de Lourdes, qu'on appelle des faciès urgoniens. Alors ces faciès vous font des reliefs, waouh, qui marquent très bien. Alors, bien sûr, j'ai oublié les diapos, mais je ne peux pas approcher parce que c'est fragile. Donc, je fais gaffe, et avec des ruses de Sioux, paf! Voilà, je vous fais la jonction avec les Pyrénées, between Guillemets, of course, orientale, mais dans la logique de la classification des 19e et 20e siècles, c'est bien les Pyrénées orientales, avec, regardez ça, dans la vallée du Rio Besaya. Alors, concha, ça veut dire un bassin, hein, voilà, dans les matériaux plus tendres, et au-dessus, les parois rocheuses de calcaire urgonien, un poil de neige, comme actuellement sur le Pibest, et vous avez l'impression d'être dans les rocheuses. C'est les mêmes rochers. Voilà. Et puis, explicitation avec cette carte que j'ai mis en crowbar du dossier et que vous pourrez retrouver facilement. On a fait l'ouest, les monts en caresse, pas génial. On a fait le centre, les picos, la grosse partie. On a fait l'est. Et après, eh bien, nous avons le Seuil basque, un enseignement, mais on monte, hein. Vous avez déjà pris la route ou le chemin de fer entre Donostia, entre Saint-Sébastien et Alsaçois ou Gasteiz, waouh! Et puis la route, comme font les Espagnols quand ils font des travaux. On va en reparler tout à l'heure, et de l'Espagne et de la façon de traiter. Ils font ça avec des viaducs, des ponts, les camions qui descendent à fond, c'est remarquable quoi. Et après on nous fait des émissions sur les camions fous dans les Andes. Non, vous les avez au Pays Basque, mais c'est les Basques, hein. Voilà.
le Pays Basque, et puis après nos Pyrénées que nous connaissons par cœur et dont Laurent Sénèque vous a parlé dans un de ses derniers ou avant-derniers cours. Il faut maintenant que je vous parle du littoral, parce que c'est une montagne qui plonge dans la mer. Alors quand une montagne plonge directement dans la mer, on appelle ça une riviera. Alors, dès que je vous dis Riviera, vous pensez à Monte-Carlo, le casino, Onassis, les milliardaires russes, enfin non, ils sont partis, enfin les milliardaires, hein, voilà. Le mot vient de l'italien, Riviera, c'est pas une rivière, c'est, voilà. Mais, notre littoral, je vais changer de diapo en faisant attention, parce que j'ai vu au regard du monsieur tout à l'heure qui m'a dit, faites attention et déconnez pas, hein. Là, il n'a pas dit, mais je l'ai vu à son regard. Le littoral, par rapport à la montagna, c'est la marina. Alors nous, quand on parle de marina, on est sur Agde, le Crau du Roi, avec les petites maisons, le bateau de vent, les gosses qui hurlent, qui vous empêchent de dormir à la sieste. Vous connaissez le charme des marinas, le moteur du type qui va pêcher à 4 heures du matin. Bon, la marina, c'est pareil en Corse. C'est ce qui est marin par rapport à la montagne. Alors, deux sortes de côtes, trois sortes de côtes. La Riviera, non, deux sortes. La Riviera, là voilà, vous voyez, la montagne, calcaire, plouf, j'ai directement dans la mer. C'est d'une beauté à couper le souffle. Il ne faudrait pas en parler, parce qu'il va y avoir trop de monde. Mais, et puis c'est pas loin, hein, c'est à demi-journée de voiture ou d'autobus, c'est pas extraordinaire. C'est pour ça qu'on y va au mois de juin d'ailleurs. Et puis sinon, eh bien, nous avons un littoral avec des rias. Les rias, là aussi, c'est un mot espagnol qui est passé au vocabulaire. Je peux effacer là ? Qui est passé au vocabulaire de la géographie. En Bretagne, on appelle ça des abers. C'est des basses vallées taillées, modelées en creux dans le massif ancien et qui ont été envahies par la mer, mais même à l'époque historique, hein, au moment des différentes transgressions. Transgression, c'est montée du niveau de la mer. Régression, c'est descente du niveau de la mer. Et actuellement, nous vivons une transgression. Tout le monde est étonné, mais bon, on ne le verra peut-être pas nous autres. Quoique, ça fera une belle page dans le Sud-Ouest et la République. Vous savez, tout le littoral, la Dosse, Gorka, Breton. Un jour ou l'autre, ça va faire comme les blocos qu'avait construit l'armée allemande, vous savez, en 1943. C'est normal. C'est normal, réchauffement climatique, fonte des glaciers, fonte des calottes polaires, augmentation du niveau de la mer. Augmentation du niveau de la mer, regardez, voilà l'ancienne vallée, elle est envahie par la mer. Comme c'est l'océan, il y a de la marée. Alors vous avez toutes les couleurs, des bandes de sable, etc. Les petits points, c'est les bateaux de plaisance. Et ça fait des paysages extraordinaires avec des ports à l'abri. Bon, je vais arrêter de faire le guide touristique, mais c'est très joli. Voilà, et ça s'explique, bien sûr, géographiquement. Bien. Il me faut passer à la seconde partie de ce premier grand volet, après avoir vu le relief. On dit les monts cantabriques et on vient de se rendre compte que le pluriel n'est pas démérité. Hein. Il y a plusieurs montagnes dans une seule cordillère. On va voir maintenant le milieu, le climat. Alors, toutes ces photos que vous voyez ont été prises par beau temps. Voilà. C'est comme quand on va en Bretagne. C'est parfois un peu humide. Ça veut dire qu'il pleut 8 jours. Mais il ne fait pas froid. Parce que nous avons la dérive nord-atlantique qui lèche, qui va recréer par retour d'eau profonde. Ah, je ne voulais pas vous en parler, mais j'en parle. Par retour d'eau profonde, ce qu'on appelle le upwelling, des remontées d'eau froide qui vont glisser du nord vers le sud, le long des côtes du Portugal,
vous êtes déjà baigné au Portugal, à glagla, hein, l'expression non, je ne veux pas être se gelé, bon, je l'ai dit. Voilà, s'explique là. Mais là, sur la côte cantabrique, il y a une espèce de douceur, comme au Pays Basque, comme à Biarritz, comme au sud des Landes. C'est très doux. C'est même encore plus doux. Mais alors il pleut. Il pleut sur la côte, il pleut sur la montagne, et l'hiver, c'est des précipitations sous forme de neige. Pas de la petite neige type Europe centrale, front russo-ukrainien qu'on nous montre à la télé. Non, non, non. C'est de la grosse neige bien lourde qui tombe en quantité, qui fond aussi vite qu'elle est tombée, qui reste de moins en moins. Les glaciers, comme je vous le disais, ont disparu. Le bouquin, l'étude de Alix, que je cite en bibliographie, est une étude historique. Voilà. Ces monts cantabriques sont un pays de l'arbre, ils sont un pays de l'herbe. C'est un château d'eau vers l'océan d'abord, mais ensuite vers tout le reste de la péninsule ibérique. Vous avez les sources du Douro, vous avez les sources de l'Èbre, les deux grands drains majeurs de l'Espagne et du Portugal. Donc, les monts cantabriques sont un château d'eau, là il y a de l'eau et des eaux abondantes. Et tout à l'heure, je vous ai déjà parlé du canoë-kayak, c'est là que j'aurais dû vous en parler. Alors, on a fait de nombreux barrages, aussi bien pour produire de l'hydroélectricité que pour irriguer les contrebas. Et ceux qui ont fait le chemin de Saint-Jacques ont vu tous ces rios qui descendent de la chaîne cantabrique, et en particulier le rio Pucerga, arroser des grandes étendues qui sont actuellement couchées en luzerne, en maïs, en légumes de plein champ. Toute cette eau, toute cette flotte, elle vient de ce château d'eau. Il faut que je vous parle maintenant de la mise en place de l'ensemble. Alors je vais aller relativement rapidement. C'est mon troisième point du premier grand volet. Nous avons là des vieux terrains du primaire. Les plus anciens, ils sont à l'ouest, en Galice. Les plus récents, ils sont à l'est. Vous êtes avec l'échelle géologique du temps que j'ai mis dans le dossier. Tous ces plissements, je les ai effacés. Tous ces plissements ont été mis en place à l'époque hercynienne, c'est-à-dire au primaire. Ils ont été nivelés à la fin du primaire. Donc, on retrouve le schéma pyrénéen. C'est pas pour rien qu'on les appelait les Pyrénées occidentales et Pyrénées atlantiques occidentales. Et ils ont été émergés pendant tout le secondaire, alors qu'à l'est, il y avait une importante sédimentation. Ils ont été soulevés et fracturés par des mouvements tectoniques, comme pour nos Pyrénées au début du tertiaire, il y a 65 millions d'années, à mesure que s'ouvrait le golfe de Gascogne. Et pour l'ouverture du golfe de Gascogne, je vous renvoie au document numéro 5 que j'ai donné dans le dossier didactique. Sur les sommets, je me répète, glaciation, disparu maintenant avec le réchauffement climatique, mais disparu depuis un siècle et demi même. Et puis, sur les côtes, nous avons une transgression post-glaciaire qui a créé ces rias dont je vous parlais. J'ai bouclé la première partie. Ceux qui viendront à l'excursion savent où on va aller. Deuxièmement, deuxième partie, des activités recomposées. Tout à l'heure, je vous ai dit des activités diversifiées. Non, non, ça a complètement changé.
depuis 50, 60 ans, il y a eu de grosses mutations dans un espace montagnard qui reste peu peuplé. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? L'élevage et la forêt, entre tradition et mutation, le charbon et les minerais des Asturies, caractère capitalistique très très fort qu'on a eu en Grande-Bretagne ou en Allemagne ou en Belgique, mais il y a eu industrialisation et les Asturies font partie des régions qui ont été industrialisées en Espagne. Et quand on parle de l'industrie espagnole, on dit région industrielle, Pays Basque et Catalogne. On oublie juste les monts Cantabriques et les Asturies. Il y a là, comment dirais-je, un blanc dans le discours économique que j'entends combler et que l'on peut comprendre aussi. Parce que les Asturiens sont des gens discrets. Ils ne posent pas de bombes, ils ne revendiquent pas la langue, ils se disent espagnols et, avant tout, ils parlent castillan. Vous voyez, des choses qui, par rapport à leurs voisins galiciens et basques, contrastent. Ceci étant dit, il faut dire que les Basques avaient de la thune, de l'argent gagné avec le commerce avec les Amériques, en partie triangulaire, pas aussi bien que Bordeaux et Nantes, mais bien quand même, porte d'entrée comme le sud de l'ouest de l'Andalousie, porte d'entrée des Amériques. Et il y a un capitalisme basque qui a investi énormément et au Pays Basque et dans la montagne cantabrique. Alors, ces régions se sont dépeuplées. Il y a une tradition de repli. Mais ce repli, au XIXe siècle, avec l'industrialisation, ça n'a pas été le premier repli. Alors je vais parler du repli du XIXe siècle. Les gens sont partis travailler en bas, dans les villes industrielles et au Pays Basque. Il y a eu une immigration. Ils sont aussi partis en Amérique. Mais dans les Asturies et dans les monts Cantabriques, le premier grand repli fut celui qui a répondu à l'invasion, ou du moins à l'avancée de la religion musulmane dans toute la péninsule ibérique. Vous avez noté, j'ai pas dit l'invasion arabe, hein, j'ai dit l'invasion musulmane, parce que ces musulmans qui ont envahi, en vérité, c'était des Berbères qui venaient d'Algérie ou c'était des Marocains. Et il y a eu des liaisons très très fortes entre la péninsule ibérique et le nord de l'Afrique, mais dans un sens de conquête. Les gens de Tlemcen sont allés beaucoup d'Oran, mais Oran n'était pas très important, c'était Tlemcen, sont allés beaucoup dans le sud de l'Espagne. Ensuite, il y a eu la colonisation française, menée par la France, pardon, où on a vu beaucoup d'Espagnols venir en Afrique du Nord. Et puis, il y a eu un retour de ces gens européens d'Afrique du Nord, les fameux pieds noirs. Et actuellement, quand vous allez dans le sud de l'Espagne, vous sentez une présence, voilà, surtout dans les quartiers riches. Et puis dans les quartiers pauvres, vous savez, avec les cultures sous plastique là, qui nous font les tomates camions que l'on commence à manger maintenant, voilà. Bien, je reviens aux Asturies. Poussée musulmane. Et comme nous autres en France, nous disons que les Arabes ont été arrêtés à Poitiers par Charles Martel, vous connaissez l'histoire. Bon, alors je ne vais pas vous la refaire, mais tout le monde a déconstruit ce discours, bien sûr. Eh bien, pour les Espagnols, il y a des points de résistance dans les montagnes. Alors, il y en a en Aragon, il y a la Peña de Oroel, il y a cette ville où nous étions, ce village mais qui était une ville au départ, du côté de Canfranc, où nous étions allés en excursion et dont le nom m'échappe. Et puis surtout, vous avez pour l'Espagne Covadonga.
Voilà, Covadonga, où se seraient réfugiés les chrétiens chassés par les musulmans. Alors, je n'ose pas réécrire l'histoire parce que ça serait bien prétentieux, mais enfin, c'est 3 ou 4 moines qui ont pris quelques reliques et qui sont allés les planquer dans ces montagnes qui sont particulièrement inaccessibles. Mais dans la mythologie espagnole, c'est le repli et ensuite, retour, c'est la Reconquista. Et tout proche des Asturies, de cette montagne, ben, vous avez Saint-Jacques de Compostelle. Et Santiago, vous avez vu les photos de Santiago quand il est représenté? Pas commode le mec, hein? Et puis l'épée à la main. Et sur les coquilles Saint-Jacques, pas celles que vous achetez à Conques, hein, non, celles que vous achetez à Saint-Jacques. Vous avez une épée en rouge. C'est pas pour rien. Il y a ce côté de repli et de reconquête. Et ce repli, il s'est fait dans les monts des Asturies, dans les monts Cantabriques. Il faut tout replacer dans le temps, avec des échelles, et dans l'espace. Je reviens maintenant, après cette région de montagne dépeuplée, mais qui a servi de repli, je reviens aux conditions naturelles. Elles sont plus favorables à l'arbre qu'à la vie humaine. Il pleut, il y a des bons sols, il n'y a personne, donc il y a de la forêt. Et pourtant, cette forêt, elle a du mérite, parce que les poches à charbon du Carbonifère ont été exploitées, mais depuis très longtemps, depuis l'époque romaine, avec des bas-fourneaux, et puis ensuite avec des forges que l'on appelait des forges catalanes, mais qui n'ont de catalan que le nom, que c'était des forges avec charbon de bois, comme celles que nous avions ici au-dessus de chez nous, en Bigorre. Et mais malgré cela, nous avons de très belles forêts de chênes pédonculés, nous avons de très belles forêts de châtaigniers dans les basses pentes, nous avons dans les bassins intérieurs de très beaux boisements de chênes tausins, le nom latin c'est Quercus pyrénaïca, nous avons des hêtres sur les hautes pentes, mais on est au sud, c'est pas très haut, il n'y a pas d'étage de conifères. Sauf exception, ou alors, sauf reboisement autoritaire pendant la dictature franquiste. Parce qu'avec Franco, on rigolait pas, donc on a mis des résineux et on a mis des eucalyptus. Les eucalyptus qui sont très très bien pour les incendies de forêt, vous le savez. Au-dessus encore, au-dessus des hêtres, pousse une espèce de lande, on va dire océanique, à la bretonne, sauf qu'elle est à 2000 mètres d'altitude passée, avec des plantes en coussinet, comme celles que vous avez chez nous à partir de 2500 mètres. D'un point de vue agricole, c'est un pays d'élevage, de culture du maïs, qui a été ramené des Amériques et qui a été adapté ici en premier. Vous savez que chez nous, en Béarn et en Bigorre, dans un premier temps, comment appelait-on le maïs? C'était pas le maïs hybride avec les panouilles comme ça, non, c'était le petit maïs. On l'appelait blé d'Espagne, blatte d'Espagne. Et parce qu'il avait été adapté venant d'Amérique dans cette région et au Pays Basque et dans les monts Cantabriques, voilà. Et puis alors, surtout de l'élevage. Alors je vais essayer d'être rapide parce que je vais vous parler de vaches. Vous vous en souvenez de cette leçon que j'avais fait il y a quelques années sur les races de bétail dans les Pyrénées? Sur 1h30, j'avais fait 1h25 sur les vaches. Et alors après, j'avais fait en 5 minutes les chèvres, les cochons, les lapins, les poulets. Voilà. Alors, j'ai une diapo pour vous montrer ces vaches. Voilà. C'est la Tudanka. Regardez un peu les yeux.
Non mais, elle s'est mis un coup de blanc autour des yeux. Et puis alors elle a ses sourcils magnifiques, des cornes en forme de lyre, et l'autre qui est en train de téter, il va se faire virer sous peu. Parce que là, il est vraiment très gros. Mais enfin, elle est gentille. Il y avait le photographe. Donc, elle s'est dit, je ne vais pas virer le veau là, parce que ça la foutrait mal. Voilà. Donc, vous avez cette race Tudanka, un peu inquiétante. Quand vous voyez un troupeau comme ça, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est de la vachette, c'est du taureau de combat, mais magnifique, magnifique. J'ai mis le troupeau, les vaches, à côté des touristes, mais c'est pas le même genre de troupeau. Alors, l'autre vache, l'autre race à côté de la Tudanka, c'est la Cassina. J'ai pas fait de photo parce que je veux aller vite et je veux terminer dans les temps. Et puis l'autre, c'est la Passiera. Ce sont des bêtes qui vivent une grande partie de l'année sur les estives, qu'elles vont partager avec des troupeaux venus des contrebas castillans et léonais. Et comme toutes les bêtes qui vivent en liberté, au moins une partie de l'année, elles ont des allures que n'ont pas le bétail enfermé dans des cornadis sous des hangars ouverts aux quatre vents. Mais bon, ça, voilà. Il y a eu, comme partout en Europe, des quotas laitiers qui ont précipité, accéléré l'abandon des élevages laitiers de montagne. Et actuellement, nous avons des vaches allaitantes avec des troupeaux moins nombreux mais plus vastes. Et comme je viens de vous le dire, nous avons de nombreux bétails, de nombreuses têtes de bétail qui montent des contrebas, mais parfois de très loin. Alors avant, il y avait ce qu'on appelait les cañadas, des pistes de transhumance. Elles sont actuellement abandonnées, sauf dans quelques villages où on fait passer quelques troupeaux, et il y a davantage de gens qui photographient que de bétail qui passe. C'est le schéma à la Reims, que vous connaissez tous et toutes. Voilà, ces bêtes montent en camion dorénavant, avec les énormes camions qu'on va pas tarder à voir monter, pas le mois prochain, mais dans 2 mois, vers nos pâturages pyrénéens. Alors, on a un paradoxe avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a des prises agricoles. C'est-à-dire, on cultive de moins en moins parce qu'il y a des pentes, parce qu'il n'y a pas assez de gens, tout simplement. Mais les effectifs de bétail sur les estives, eux, ne baissent pas. La montagne cantabrique reste une montagne pâturée. Donc si elle est pâturée, elle reste ouverte. Il n'y a pas d'ensauvagement. Enfin, pas trop. Et on y a, je vous l'ai dit, des bovins, on y a des chevaux, des équidés, qui rentrent dans les fabrications de charcuterie, se méfier de l'appellation saucisson pur porc, et on a aussi des ovins. Mais, comme en France, une telle évolution dans la déprise de l'activité agricole va amener une extension de la faune sauvage. Et cette faune sauvage, je vais vous en parler tout à l'heure. Maintenant, après avoir vu l'élevage et la forêt, voyons tout de suite le charbon et les minerais. Alors, on a 2 sortes de gisements. Le charbon, je vous l'ai dit, avec le carbonifère, et des minerais de fer dans les montagnes calcaires. Je vais vous le faire. Allez, le fer, on va le faire en orange. Voilà, parce que c'est rouillé. D'accord, très bien. Alors, vous avez du minerai de fer dans des poches. C'est pas des grosses quantités, mais charbon et minerai de fer, ça va vous faire révolution industrielle, non pas dans la montagne, mais à Oviedo, dans les contrebas. Voilà, avec
de grosses usines, les dernières énormes ont été construites dans les années 60 du côté d'Oviedo, et elles devaient fonctionner avec le charbon des Asturies et du minerai de fer importé. Et actuellement, comme à Dunkerque, elle fonctionne avec du charbon importé de Chine ou d'ailleurs et du minerai de fer importé du Brésil ou d'ailleurs. Alors, je vous ai dit pour les poches de minerai de fer, c'est la base de l'industrie lourde asturienne. On parle toujours de l'industrie basque, Bilbao, le Nerbion, mais l'industrie lourde, elle est à côté d'Oviedo, dans ces énormes aciéries qui sont installées à Avilés. Avec ce changement dont je viens de vous parler, c'est structurel, parce que ces mines de charbon, elles ne sont pas faciles à exploiter. Il n'y a pas la mammouth veine, vous savez, comme aux États-Unis, qui faisait 5 mètres d'épaisseur. Non, non. C'est bien avec vous que j'ai fait une leçon sur les Appalaches. Vous savez, où les mecs rentrent dans leur mine avec le bulldozer, boum, et ils chargent le camion ou le... Non, non, c'est pas le cas. Donc, dès l'origine, une exploitation minière qui ne supporte pas les grosses extractions. Et puis, cher à extraire, des galeries souterraines. La meilleure mine, c'est la mine à ciel ouvert. Bien sûr, il faut en l'air le paysage. Quoique, vous allez voir. Ils se sont débrouillés. Toujours cette gestion à l'espagnol dont je viens de vous parler. Alors, le nombre de mineurs est passé de 45 000 en 1990 à 8 000 en 2012 et à 5 000 actuellement après la fin des aides européennes en 2018. Waouh! C'est un schéma européen classique. Ça tombe bien, il faut décarboner l'économie. N'empêche qu'on a laissé des gens sur le carreau. La fin des aides européennes a été vécue comme un traumatisme. Figurez-vous que le Premier ministre, en 2018, le Premier ministre de l'époque s'appelait, souvenez-vous, Mariano Rajoy, Parti populaire, natif de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, mais c'est à côté, et il n'a rien pu y faire. Donc ça nourrit un sentiment anti-européen, bon, c'est très compliqué. Il y a eu des conflits sociaux violents, des heurts avec la police. Et cela remonte à une vieille tradition de révolte des Asturies contre les pouvoirs en place. On parle toujours de la guerre civile espagnole qui a commencé en 1936 pour s'achever en 1938. Il n'en est rien, elle a commencé avant. J'ai mis 2 titres en bibliographie que je vous rappelle. D'abord, le bouquin de Pierre Brouet, qui est le plus récent, qui s'appelle La Révolution espagnole, qui est un bouquin bien engagé. Brouet, s'il n'est pas communiste, il ne doit pas en être loin. Voilà. Et puis un autre livre, beaucoup plus généraliste, mais beaucoup plus précieux, parce qu'il replace l'évolution depuis le 19e siècle jusqu'en 1943, quand il a fini de l'écrire. C'est le livre de Gérald Brennan, un Anglais complètement excentrique. Vous irez sur Wikipédia voir sa vie, fils de riche et de militaire, dont le père voulait qu'il devienne militaire, et il n'a pas voulu. Alors il s'est barré avec un copain aux Indes, en Birmanie, tout ça, né fin 19e, hein. Il est né à Malte, parce que son père était en garnison à Malte, et pour se poser en Espagne.
Et il est resté en Espagne où il est mort. Donc il a passé une grande partie de sa vie en Espagne. Il a écrit ce livre qui s'appelle Le labyrinthe espagnol, qui a été longtemps recherché par tous les aficionados de l'histoire espagnole et qui vient d'être réédité en 2005 chez Ivrea. Que ce soit Brugué ou que ce soit Brennan, les deux racontent combien cette histoire sociale des Asturies fut marquée par la violence. Et vous avez un mouvement qui est le mouvement UHP, Unión de los Hermanos Proletarios, l'union des frères prolétaires, qui vont créer en 1934 à Oviedo une république sociale asturienne. On commence par supprimer la monnaie, on commence par incendier quelques églises. Alors, moi j'avais en tête que ces gens-là, ils étaient pas communistes, pas léninistes, pas staliniens, voilà. Ils étaient en église et qu'ils ont violé beaucoup de bonnes sœurs. Faux. J'ai relu dans Brennan que c'est de la propagande qui a été véhiculée pendant et après du temps du régime franquiste pour dévaloriser l'action de ces gens-là. Par contre, en Catalogne, ça a été le cas. Donc, il ne faut pas tout excuser, puisque j'ai trouvé ça dans Brennan. Cette révolte des Asturies, enfin, cette république sociale, c'est remarquable. On rêve, quoi. C'est, voilà, du passé faisant table rase, enfin, je ne vous raconte pas l'histoire. Proclamé le 5 octobre 1934, marque en vérité le début de la guerre civile espagnole. C'est la République espagnole pendant ce temps. Vous savez, cette fameuse République avait le drapeau violet, avec Azaña comme président de la République. Le Premier ministre espagnol est allé faire sur sa tombe à Montauban une grande cérémonie, voici 3 ans. Dois-je vous dire que j'y étais? Oui, voilà. Donc, ouais, mais enfin, il faut dire les choses et ça ne plaît pas. Là, la République a fait appel aux militaires. Et les militaires espagnols n'étaient pas très chauds. Ils sortaient des guerres carlistes, ils ne se voyaient pas tirer sur des gens. Alors on a fait appel au tercio. Le tercio, c'est les morts. C'est les combattants marocains, puisque l'Espagne avait une enclave au Maroc, et puis elle avait aussi ce qu'on appelait le Rio, enfin au sud du Maroc. Et là, c'était des légionnaires. Et ils ont écrasé la révolution d'Oviedo, voilà, dans le sang. Le général qui commandait cette répression, mais sur ordre de la République, s'appelait Francisco Franco de Bahamonde. Donc on peut dire que tout a commencé là. Bon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais dire à quelques-uns d'entre vous, j'ai de fortes attaches espagnoles, et la famille de ma mère vient de cette province de Léon, et exactement de La Robla. Donc j'ai eu ça dans le discours familial, et quand j'ai commencé à lire quelques livres que je leur ai dit, hep, là, et attention, c'est quand même Franco qui... Alors là, t'es un intellectuel, tu sais trop de choses, tais-toi, tu racontes des conneries, tu étais pas, nous on a fait la résistance, si on n'avait pas été là, tu parlerais allemand. Vous avez dû l'avoir, hein, ce genre de musique dans votre enfance. Voilà. Je ferme cette longue parenthèse pour vous dire que vous avez cette atmosphère dans les Asturies qui subsiste, qui s'exprime électoralement et qui se marque chez les gens qui sont, je ne veux pas dire qu'ils sont taiseux, mais c'est pas... tout le monde imagine que tous les Italiens sont rigolards comme style napolitain, et tous les Espagnols c'est guitare, banderie et castagne. Non, là pas du tout. Hein. C'est des océaniques, c'est des Asturiens. Hein, voilà. Voilà. Ils ont le sourire rare. Bon, j'arrête.
Voilà. Le déclin minier asturien est bel et bien là. Il y avait une énorme centrale électrique à La Robla, qui est un patelin qui est au pied de la chaîne cantabrique. Et cette centrale électrique n'est pas fermée pour des raisons sociales, c'est la grosse centrale du coin. Voilà. Sur le chemin de Saint-Jacques, il y avait un jeune type, un soir à l'étape, je parle avec lui, il me dit « Oh, je travaille dans une centrale électrique par là. » J'ai dit « À La Robe, là ?» Il me dit « Tu connais ?» J'ai dit « Oui, c'est là que ma mère est née. » Ah, bon, alors là, j'ai eu des poires, des pommes, des canons, et une bonne chambre. Voilà. La centrale électrique de La Robla, qui devait fonctionner en brûlant le charbon asturien, brûle dorénavant du charbon chinois. Et sa production va en baissant régulièrement. Voilà. Je vais terminer cette troisième partie avec les mises en tourisme. Alors, vous avez des mises en tourisme successives. Et comme d'habitude, comme à Ordessa, c'est bien avec vous que j'ai fait une leçon sur Ordessa. Ça commence par des réserves de chasse royale. Alors, tout le monde croit qu'il n'y a que le roi qui venait chasser. Mais non! Non, non, il y avait tout le monde qui venait chasser. Même si le roi n'était pas chasseur. C'était un phénomène de cour, un phénomène de groupe. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit une fine gâchette, sans quoi il aurait dit. Non, mais vous avez des chasses à Chambord de la République où on invite des gens qui tirent des pauvres bêtes là dans des coups. Enfin bon, passons. Voilà. Donc, nous avons la mise en place de la création au XIXe siècle, de réserves de chasse qui vont donner sur la création d'un parc naturel au Picos des Europa, de réserves intégrales. Alors, je vais vous montrer une carte avec toutes les précautions. Voilà. Alors, la croissance, voilà. Attendez, bougez pas, je suis un peu perdu. Voilà. Alors, les politiques de la nature, avec, voilà, une création de réserve en archipel. Tout le monde a tendance à croire qu'en Espagne, il n'y a pas de réserve naturelle, que les Espagnols font n'importe quoi, patati patata, parce que dans les Picos d'Europa, vous pouvez aller en haut, en jeep. Comme l'année dernière, quand on a fait l'excursion dans les Encantats, on va en jeep en haut si on veut. Il suffit de payer. Voilà. Donc il y a cette gestion à l'espagnol, qui est une gestion économique, qui n'est pas une gestion patrimoniale. C'est très particulier, mais ça fonctionne. Et surtout, ça génère des revenus et ça crée des emplois, autres que ceux de garde du parc national. Voilà. Donc, toutes ces réserves, il y en a même une que je vais citer tout à l'heure, oui, mais je ne vais pas vous en parler, où on a installé un parc de vision. C'est pas un parc naturel, c'est un parc de vision dans un ancien site minier avec les poches de minerais de fer. On y a mis des ours, des loups. Alors les gens sont contents, ils voient des nounours et des loups. Vous avez la même chose à Argelès-Gazos, sauf que là-bas c'est waouh. Voilà. Mais vous pouvez dormir avec les loups à côté, c'est vachement bien. Ça, en clair, vous dormez pas parce que vous avez la trouille. Vous vous dites si le grillage craque, je vais me faire bouffer. Voilà. Non. Mais j'ai vu ça aussi en Tanzanie. On fait des tours avec les gens qui vont dormir dans la réserve. Donc ils passent la nuit dans la réserve. Et tout autour du campement, on met des barrières en fer. Autrement dit, c'est l'inversion de ce qui se passe dans les cirques européens. Dans les cirques européens, les lions sont dans des cages derrière des barreaux en fer, et en Tanzanie, les touristes sont dans les mêmes cages derrière des barreaux en fer, et les lions se prélassent. C'est très marrant, hein. Mais en même temps,
c'est spectaculaire. J'ai toujours l'impression, n'ayez pas peur, je donne l'impression de me moquer, mais je trouve que c'est très bien, qu'il faut y aller. Voilà. Bon, alors, des pratiques de mise en valeur qui diffèrent complètement du modèle, français. C'est une gestion qui n'est pas patrimoniale, on ne veut pas tout préserver. Il y a bien une réserve intégrale, hein. Alors là on ne touche pas, mais pour le reste, les touristes peuvent venir, on peut chasser. Je vous ai donné les tarifs en bibliographie de la Autonomia de Cantabria qui vous donne les prix. Donc vous avez les prix, je ne sais pas où je les ai mis, 300 €. Voilà, j'ai trouvé. Alors les cerfs pullules. Donc vous payez un cerf, c'est 300 balles, plus le permis de chasse à 60 €, 360 €. Si vous êtes un industriel, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez des clients auprès desquels vous voulez décrocher un contrat, vous les amenez en 4x4 à la réserve de chasse, ils se flinguent de cerfs, ils sont tout contents, ils mangent un beefsteak, tout le reste c'est pour les autochtones qui vont se faire des conserves, etc., etc. Voilà. Voilà, alors le tarif de référence, 263 € pour un chevreuil, 320 € pour un cerf. C'est pas cher. Hein, voilà. Et puis alors, pour les sangliers, c'est moins cher. Les sangliers pullulent. Alors on peut se les flinguer comme on veut, mais on paye un peu, mais pas beaucoup. Voilà. Donc c'est une gestion économique et pas patrimoniale. Nous autres, si on veut limiter le nombre de sangliers dans nos vallées, il faut qu'il y ait l'Office national de la biodiversité, que la lumière soit. Très bien. J'ai un petit arrangement avec la régie. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour les parcs, je crois que j'ai tout dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sangliers, il y a des ours, il y a des loups. Ça ne pose pas problème. Les attaques sont, comment dirais-je, les attaques sont vous voyez les attaques de loups sur la carte que j'ai mis à côté. Les attaques de loups sont indemnisées très rapidement, sans truc tatillon. Alors en France, avec la patrimonialisation de la protection de la nature, on arrive à transformer les gendarmes de la biodiversité en justiciers. Et le Premier ministre, dans son discours de politique générale, a stigmatisé ces braves fonctionnaires qui ne demandent pas tant. En Espagne, ça n'existe pas. Vous voulez vous tuer un cerf, vous payez 400 balles. Voilà. Et il y a du monde, hein. Il y a du monde, il y a tous ces industriels des contrebas, les gens de Madrid, et puis il y a des touristes qui veulent voir les loups. Voilà, vous avez le loup là. Je vous ai déjà raconté l'anecdote de ces deux Américaines qui entendaient une hulotte sur le chemin de Saint-Jacques et qui étaient convaincues que c'était des loups. J'ai pas rigolé, hein. Je me suis pas moqué d'elles. Et puis alors vous avez des nounours, en voilà un, avec 2 foyers. C'est des ours bruns. Pour le moment, ces 2 foyers sont séparés, mais comme le nombre des loups, comme le nombre des ours augmente, on pense qu'ils vont fusionner, et ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a peu d'éleveurs, et deuxièmement, parce que la gestion de la faune sauvage donne des indemnités, comme celles qui sont en France, mais beaucoup plus rapidement. C'est l'autonomie qui règle ça, il n'y a pas de structure, genre parc national, avec 3 kilos de paperasse à sortir pour avoir une indemnité. Voilà. Ou alors, oui. Alors, ta brebis, elle a été attaquée, mais comme elle a été attaquée depuis plus de 8 jours, t'as pas droit à l'indemnité. Non, là, on donne. Voilà. Donc, je terminais ceci en disant que ce sont des résultats qui peuvent faire école.
qui donne à réfléchir. La protection de la nature, je ne veux pas reprendre cette expression de Ségolène Royal, qui me gêne, ne doit pas être punitive. Et c'est ce que réussissent à faire les Espagnols. Ils font une gestion conservatoire et non pas patrimoniale. Et de ce côté-là, la différence, elle est énorme. Voilà. Il y a quand même, tout n'est pas rose. Il y a un problème récurrent sur ces pâturages d'altitude, sur ces estives cantabriques. Il n'y a pas de berger. Il n'y a pas de berger, c'est le problème. Voilà, il m'appartient maintenant de conclure. Je suis à l'heure? Ouais. Conclusion, je l'ai écrit au tableau, comme ça, ça va plus vite. Les monts Cantabriques, prolongement vers l'ouest de l'eau Pyrénées, j'explicite en conclusion mon titre mystérieux. J'ai vu que vous saliviez tous et toutes là, voilà. J'ai suscité un suspense. Haute montagne au-dessus de l'océan Atlantique, c'est pour ça qu'elle paraît haute, hein, parce qu'on part de zéro. Et de la Meseta castillane, qui est quand même à 500 mètres d'altitude, constitue un géosystème. Le mot géosystème, c'est Georges Bertrand qui l'a créé, sous-peuplé, sous-cultivé, dorénavant sous-industrialisé. Il vit, le géosystème, pour l'essentiel des échanges avec les contrebas, élevage, tourisme et réserve d'espace, réserve de nature, réserve de vie sauvage, réserve de forêts qui sont autant de puits à carbone, réserve d'eau, réserve d'air pur, dont manque de plus en plus notre planète. Je vous remercie. Merci beaucoup. Attendez, bougez pas, j'en ai une autre. Voilà. Merci beaucoup. Vous faites bien d'applaudir Lucky Luke, je l'aime beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.